Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va pas parler de tutoriel ou d'autres choses. On va discuter un peu de ce qui se passe dans le monde des IA par rapport aux plaintes qui ont été déposées donc il y a quelques semaines. Vous avez eu des artistes, si on peut les appeler comme ça, qui ont porté plainte contre Stable Diffusion, Midjourney et DeviantArt parce qu'ils considèrent que les IA qu'ils utilisent violent le droit d'auteur de leurs images. En sachant que si on fouille un peu vraiment l'affaire, c'est plus une chasse à l'ambulance, c'est-à-dire que c'est des avocats véreux qui ont contacté des artistes un peu paumés en fait et qui pour gagner de l'argent et pour détruire ces IA. Cette plainte est très importante parce que si c'est tranché en faveur des artistes, c'est tout le monde des IA qui peut s'écrouler. J'en parlerai un peu à la fin, ce que ça implique en fait. Et surtout, quand je regarde les arguments des artistes, ça ne marche pas en fait, c'est vraiment moisi. Et le principal problème, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne. Ils n'ont aucune idée en fait. Donc les entreprises derrière ces IA, elles ont décidé de se défendre par le fair use. C'est-à-dire que nous utilisons ces images, d'accord, elles peuvent être protégées par droit d'auteur, mais c'est une utilisation équitable, qui est la traduction littérale. Et pour que le fair use aux États-Unis est un mécanisme très puissant, mais il faut qu'il respecte des critères très stricts. Il faut 4 critères principalement. Et les 4 critères doivent s'appliquer en même temps. Donc le premier, c'est le facteur de transformation. C'est-à-dire que par rapport à l'image d'origine, est-ce que l'image de destination est plus modifiée et plus transformée que cette image de base? Vous avez un autre sous-critère qui est que est-ce que cette nouvelle image va être utilisée pour autre chose que l'image d'origine? Et dans ce cadre-là, l'IA gagne haut la main. Parce qu'on a vu avec nos tutos, plus l'IA est créative, plus ça signifie que plus elle est aléatoire, plus l'image est de belle qualité. Donc quand on force par exemple la prompt, c'est qu'on augmente la valeur de la prompt, et ben on se rend compte que les images sont mauvaises parce qu'on force l'IA à faire quelque chose dont qu'elle n'est pas forcément capable en fait. Donc sur le facteur de transformation, la moindre transformation, la moindre image, même des petites modifications, donne des résultats totalement différents par rapport à l'image d'origine. Le second critère, c'est la nature de l'œuvre protégée. C'est-à-dire que le fair use va davantage s'appliquer à des œuvres non fictionnelles, notamment des biographies, des œuvres historiques, ce genre de trucs. Parce que la fiction nécessite beaucoup plus de créativité, donc elle doit être mieux protégée. Même si ce mécanisme s'applique surtout aux œuvres inédites, comme je le dis ici. Ça, c'est un article que j'ai écrit sur ce sujet. Je le mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais l'IA n'utilise pas des œuvres inédites. Elle ne pique pas le travail des artistes, en fait. C'est des anciennes images, c'est des images, en fait, qui sont là sur le web depuis des années et des années. Ensuite, et c'est là où je vois que ces artistes, soi-disant anti-IA, sont vraiment des compatentés, parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le modèle. Le modèle, par exemple, de Stable Diffusion, il n'enregistre pas des images. Il ne prend pas des images pour les mettre vraiment dans sa base de données, non. Ce qu'il fait, c'est qu'il scanne le web. Actuellement, il a 30 millions d'images. Il va regarder la balise alt de l'image, alt pour alternate, qui est une norme HTML qui permet de décrire l'image, notamment pour les malvoyants et autres. Donc, il va regarder cette balise alt et il va essayer de deviner à quoi correspond l'image. Il n'y a pas d'images réelles qui sont enregistrées dans ces modèles, c'est juste des métadonnées. Ensuite, vous avez le troisième critère qui est la quantité et la pertinence de la partie utilisée. Dans le fair use, moins vous utilisez, mieux c'est. Par exemple, vous avez souvent des youtubeurs
qui vont se plaindre que dans une vidéo de 30 minutes, on les sanctionne parce qu'ils ont utilisé de la musique pendant 10 secondes. Le problème, c'est si pendant ces 10 secondes, vous avez la mélodie principale de la musique, vous êtes baisé. Vous avez violé le droit d'auteur parce que ça ne considère pas la quantité, parce que là, c'est le cœur de la musique que vous avez pris. Donc, c'est pas noir et blanc. Mais, et c'est là le gros souci, c'est que ça n'a aucun sens de dire que l'IA prend une partie ou la totalité de l'image, parce que son fonctionnement est totalement différent. Et on peut le voir ici, ça c'est un article que j'ai trouvé qui montre comment fonctionne le modèle. Donc voici comment il fonctionne. Vous avez l'image de départ, ce chien. Ensuite, l'IA va rajouter du bruit, encore du bruit, pour en faire une bouillie de pixels. Là, on ne voit pas le chien. Et ensuite, vous avez des modèles mathématiques qui vont intervenir, qui vont supprimer en fait, elle va apprendre à supprimer le bruit pour refaire l'image d'origine. Mais on voit toujours que l'image n'est pas exactement la même. Il y a toujours des petits détails et on peut tester. Moi, j'ai enregistré cette image, on va sur Playground. J'ai déjà un peu préparé le truc. Hop. Dog. Donc ça, c'est 5. J'ai un peu coupé l'image parce que c'est 512. On va mettre ça. Et dog with sitting. Donc on a pris cette image de base avec une valeur de 30 qui est plutôt voilà. Et donc aussi voici ce qu'il a généré. Et en fait, vous voyez que c'est pas du tout le même. En fait, même l'espèce de chien différent. Oui, la couleur et tout ça est différent, mais je sais pas si je peux le montrer. Attendez une minute. Donc me revoilà, j'ai un peu téléchargé. Donc ça c'est l'image qu'on a générée et ça c'est l'image de base. Donc ça c'est l'image de base. Et ça c'est l'image que l'IA a générée. C'est pas les mêmes. Vous pourriez dire que c'est similaire, mais c'est différent. Et encore, là j'ai mis une image triangle de 30. Mais si je fais ça, je vais baisser un peu la force de l'image. Voilà, c'est pas du tout le même en fait. Et plus vous allez baisser, ça va changer. C'est même pas la même espèce de chien. Donc ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens en fait. En fait, dans ce critère-là, c'est vraiment le droit d'auteur lui-même qui doit être réformé. Et là, ça va poser un énorme problème pour ce procès. Ce qu'il faudra être très très pédagogue pour expliquer aux juges comment ce truc fonctionne, parce que même des gens qui sont férus de technologie comme moi ou autres n'arrivent pas vraiment à comprendre. C'est une espèce de boîte noire. Et vous avez des juges très vieux, je le dis ici, hein, vous allez devoir expliquer un tel algorithme à des juges qui sont nés à l'époque de la TSF. Donc faut arrêter de déconner. Et enfin, le quatrième critère que j'accélère parce que ça risque d'être trop long, l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel. Là, l'IA peut être coupable. Parce que même si je ne vais pas blâmer la technologie, mais plutôt les utilisateurs, ce que ça signifie, c'est que si vous avez un artiste qui publie une image pour la vendre, et qu'une IA, ou qu'un utilisateur plutôt, utilise cette image aussi pour la vendre, vous avez un problème sur le fair use parce que l'image que vous avez générée concurrence directement l'artiste. Ça se défend. Ça se défend. Mais là, pourquoi blâmer la technologie? Il faut que les artistes blâment les autres utilisateurs. Et c'est le même problème, par exemple, dans le piratage. Je vous dis que vous ne pouvez pas sanctionner le protocole BitTorrent, alors que c'est principalement utilisé pour pirater, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est une technologie. Et on n'a aucune idée, comme je le dis, de ce que va devenir cette technologie dans le futur. Donc vous allez réduire, vous allez retarder l'aspect technologique.
Et j'ai vu quelques vidéos sur des artistes, ils disent qu'ils copient mon style. Le problème, c'est que les mecs, le style ne peut pas être protégé par droit d'auteur. Le droit d'auteur s'applique à l'image fixe. C'est vraiment à ça que le droit d'auteur s'applique. C'est pas le style graphique. C'est-à-dire que si vous avez un modèle qui a été entraîné pour apprendre le style de Toriyama, pour Dragon Ball Z, vous pouvez utiliser ce style. Vous n'avez pas le droit d'utiliser, de dessiner les personnages de Dragon Ball Z parce que eux sont protégés par droit d'auteur. C'est comme si quelqu'un utilisait le style de Hergé pour créer une bande dessinée qui n'a rien à voir avec Tintin et dire que non, mais t'as piqué le style de Hergé. C'est aussi con que ça. Ça ne marche pas en fait. Donc moi, honnêtement, moi je suis menacé par les IA. Mon boulot, c'est rédacteur web low cost. J'habite à Madagascar et quand j'ai vu arriver ChatGPT, je me suis dit ce truc-là va me remplacer très, très rapidement. Mais est-ce que j'ai pleurniché? Non. C'est juste que c'est la technologie qui fait ça en fait. C'est une évolution naturelle et qu'il faut s'adapter. Il y aura beaucoup plus d'utilisation et beaucoup plus de potentiel financier pour les artistes. En sachant que moi j'ai l'impression que ces artistes anti-IA c'est très minoritaire. Parce que quand Stable Diffusion est arrivé l'année dernière en août 2022, les premiers en France, en tout cas les vidéos en français, les premiers qui apprenaient à l'utiliser en local et tout, c'était des artistes. Parce que pour eux, ça facilite énormément le travail. C'est un outil comme un autre en fait. De la même façon, je pourrais extrapoler le débat sur les artistes à l'ancienne. Quand Photoshop arrive, on ne se rend pas compte du séisme que ça provoque dans le domaine de l'art. Et donc vous avez des artistes qui s'étaient entraînés pendant 10 ans, 15 ans pour utiliser le pinceau, la peinture à l'huile, l'aquarelle, etc. Ils se sont fait rétamer. J'ai pas vu des artistes numériques pleurnicher alors que eux-mêmes ils ont tué leurs propres collègues, littéralement parfois. Donc c'est un outil. Alors, et pourquoi moi je prends position pour ce type d'IA? Moi je ne prends pas position pour toutes les IA. Je prends position pour les IA en open source. Pourquoi? Parce que ça nous donne une arme contre ce qui va arriver dans le futur. Moi, j'ai vu ce que, par exemple, l'IA de Google, je pense que c'est... Comment il s'appelle déjà? C'est Google Muse. Donc ça, c'est l'IA de Google. Et voici ce qu'elle est capable de faire. J'ai été terrifié. J'ai été vraiment terrifié, en fait. Donc, vous dites deux balles de baseball sur la gauche et 3 balles de tennis, voilà ce qu'il fait, c'est impeccable en fait. Vous voyez la qualité de l'image qu'il peut faire. La qualité, il peut même faire des dessins, et ça appartient à Google. Même les trucs à l'intérieur d'objets, il peut les faire. Et ça m'a mis par terre parce que il arrive même à gérer le texte. Pinot Grigio à côté d'un verre de vin rouge. Et même d'une bouchon d'huile, il arrive à tout faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si Google ne mettra jamais sa technologie à la disposition du public, ça n'arrivera jamais. Parce qu'ils savent que ceux qui contrôlent l'IA contrôleront le monde. Donc eux, quand ils vont arriver, ils vont piquer allègrement le contenu, ils n'en auront rien à foutre. Et surtout, quand vous avez des péquenots d'artistes qui vont porter plainte, ils n'ont aucune chance contre ces grosses entreprises. Et à la place, ils s'attaquent des petites entreprises comme Stability AI ou Midjourney. Ça ne signifie pas que ces entreprises sont bienveillantes ou autres, mais pour le moment, ils ont choisi le modèle open source. Ce qui fait que quand Google va nous attaquer avec ces trucs-là, nous aurons une arme. Ça va être et honnêtement, ça va être une vraie guerre. Mais tout le débat va se baser sur le fait que est-ce que les utilisateurs normaux, le grand public aura des armes pour contrer les multinationales? Parce que moi, je suis les IA sur la musique, sur le texte, sur la vidéo. Les mecs,
c'est monstrueux ce qui arrive. Donc on va être écrasé totalement si on n'a pas des IA de notre côté. Des IA en open source. Donc voilà, la vidéo est un peu déjà trop longue en fait. Donc oui, il y aura des artistes numériques qui vont perdre leur emploi. Mais ça a été le cas pour toutes les technologies. Vous avez les labos de photos argentiques qui ont tous fermé quand la photo numérique est arrivée. Personne ne s'en est plaint. Vous avez les projectionnistes, vous avez... En fait, depuis 20 ans, il y a énormément de métiers technologiques qui ont disparu à cause d'autres innovations technologiques. Donc nous devons être pro-IA, mais pour le bien du grand public. Nous devons toujours défendre l'open source. C'est-à-dire que si demain Stability AI, l'entreprise derrière Stability Vision, se met à faire l'écran, eh ben on va utiliser l'open source pour forquer le projet, pour qu'on ait le contrôle. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En fait, je ne sais pas si j'ai raison. En tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que ces artistes manquent cruellement d'arguments. Ils ont une vision extrêmement obscurantiste en disant que oui, on va tous perdre nos emplois, etc. Mais ça donnera énormément de créativité à des gens. Moi, je le vois dans le sens où moi, j'ai toujours eu envie de créer des images, des dessins, etc. Mais je manque la partie technique. Je ne sais pas utiliser les logiciels Photoshop, passer plusieurs années à maîtriser le truc, etc. Là, l'IA peut supprimer la partie technique. Il peut me dire, mais concentre-toi sur les idées que tu as en tête, et moi je me charge du reste. Et donc, vous allez avoir énormément d'artistes qui vont débarquer dans l'IA et qui vont proposer des œuvres tout à fait magnifiques. Et je pense que c'est le résultat qu'on doit rechercher. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous, et je vous dis peut-être à bientôt.